Peut-on traverser son époque juste en s'amusant? Là serait le vrai défi, prendre la vie comme elle vient, avec insouciance et facétie, quitte à fuir les bancs de l'école. Dans ce pays où l'élitisme est une loi d'airain, la chose est difficile à envisager. Pourtant, c'est quand même ce que nous dit Christian Buchet. À tous les cancres incompris. C'est son dernier essai aux éditions SPM. Alors c'est vrai que Christian Buchet est un spécialiste de la mer. Il a dû publier une vingtaine d'ouvrages, même plus, sur les sujets maritimes. Historien, membre de l'Académie de Marine, ancien secrétaire général du Grenelle de la mer, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, directeur scientifique d'Océanide, c'est un programme dont on dira peut-être un mot, et là qui nous dit tout simplement j'ai peut-être été un cancre à l'école, et c'est même une certitude, ce qui ne m'a pas empêché aussi de m'amuser, de voir la vie autrement et de prendre du plaisir et à aussi bien communiquer. Bonjour Christian Buchet. Bonjour à tous, ravi d'être là. Il y a une sorte d'aveu, vous aviez envie de parler. Oui, parce pour dire quoi? Pour dire que j'en ai ras-le-bol de ce monde qui est triste. Même mes étudiants parfois sont tristes. Je suis frappé de voir des amis de mes enfants qui ont 30, 35 ans, qui vivent parfois en couple depuis pas mal de temps, et qui veulent pas d'enfants. Parce qu'on va dans le mur, donc ça sert à rien, parce que la planète est foutue à cause de l'environnement. Et Dieu sait que je suis un environnementaliste, j'en avais parlé longuement ici. Donc non, j'ai envie de dire, cessons d'être tristes, soyons fous. Parce que de plus en plus, je crois à un cardinal qui était Didier Erasme, le grand Erasme d'Erasmus, qui a fait l'éloge de la folie. Et dans ce temps de grisaille, je crois qu'il faut être fou. Un peu fou. Et puis, vous savez, les choses les plus formidables qui nous arrivent dans la vie, c'est lorsqu'on est un petit peu fou, un petit peu folle. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est un petit peu fou, on est un petit peu folle, parce qu'on sort de nous, parce qu'on fait confiance, c'est-à-dire qu'on s'insécurise. Je crois qu'il faut sortir de nos peurs et avancer vers le large, se jeter à l'eau. Donc, vous voyez, on arrivera toujours à la mer. Mais est-ce que l'école, Christian Buchet, est une sorte de... d'éteignoir de tous les rêves? Écoutez, ce qui est certain de mon point de vue, c'est le vieil enseignant qui parle, c'est que nous avons une chance folle, notre génération, au sens large, de 313 ans, nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire, et ce n'est jamais que le troisième, c'est-à-dire que ça n'arrive pas tous les 4 matins. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, tous les modes, la méthodologie que nous avons dans l'ensemble de l'enseignement n'est plus adaptée à la réalité du monde qui vient. Tous ceux qui parlent de crise, c'est pas grave, il faut simplement changer de paire de lunettes. Tous ceux qui ont des lunettes, ils savent qu'on peut garder la monture, mais il faut changer de verre tous les 2 ans. Et aujourd'hui, quand vous rentrez dans un nouveau temps de l'histoire, il y a une nouvelle manière de voir, d'avoir et être, et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir, et je crois qu'il faut aussi que l'école, de façon générale, change les choses. Je crois qu'il faut aussi parler des portables, etc., parce que ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que mes étudiants, les jeunes, ne s'ennuient plus. Mais qu'est-ce que c'était important, l'ennui? Parce que l'ennui, ça pousse à râler. C'est pas très bien de râler, finalement. Mais l'ennui, ça pousse quand même à laisser monter nos envies. Donnez-moi envie d'avoir envie, chantait notre chanteur national, le grand Johnny. Je crois qu'aujourd'hui, on a peut-être moins d'envie. Et la méditation, qui est une ouverture. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut constater que beaucoup de jeunes ou de gens qui apportent des choses sont ceux qui sont un peu sortis des chantiers battus. Il y a quelque chose qui me choque. Les gens ne supportent plus le politiquement correct. Et je comprends très bien. Sauf que tout le système de formation est basé sur le politiquement correct. Thèse, antithèse, ce qui compte, c'est la synthèse. La thèse, c'est blanc, l'antithèse, c'est noir. Donc, on va faire une synthèse, ça va être un petit gris. Alors, vous me direz, on a le choix gris clair ou gris foncé. Mais c'est pas ça, la synthèse. La synthèse, c'est prendre de la hauteur, prendre du champ et trouver quelque chose de personnel. Allez, c'est minimum rose à point vert. Je me demande si les Asiatiques sont pas mieux formés à gérer la complexité à travers, non pas thèse et antithèse, mais le yin et le yang, qui n'est pas enfermé d'ailleurs dans des rectangles, mais dans un rond, c'est-à-dire quelque chose qui roule, qui donne le mouvement de la vie. Pendant 500 ans, les Asiatiques ont été aux abonnés absents parce qu'ils étaient moins pragmatiques, moins efficaces que nous, mais dans un troisième temps de l'histoire qui est caractérisé par la complexité, je me demande s'ils ne sont pas mieux à même de comprendre et de gérer les choses que nous. Est-ce qu'il y a une confrérie des cancres incompris ? Pas encore, mais je pense qu'il faut la créer et c'est l'occasion peut-être grâce à votre micro de le faire. J'ai l'occasion de dédicacer cet ouvrage au terme d'une conférence jeudi dans un milieu où il y a beaucoup de dirigeants et il y en a plein qui m'ont dit « mais j'en suis un aussi ». Je lui dis « mais il faut le dire, il faut oser s'assumer maintenant ». Alors le cancre n'est pas le paresseux. Je voulais vous poser la question. Le cancre n'est pas celui qui fout rien. Le cancre n'est pas forcément celui qui fabrique des antisèches hier, effectivement, par version papier ou cartonné, aujourd'hui par électronique ou autre. Non, le cancre, c'est celui qui va trouver, inventer, emprunter les chemins de traverse par amour fou de la vie. C'est-à-dire qu'il va s'émerveiller des couleurs, des senteurs. Bref, on a 5 sens, et finalement l'odorat, le goût, etc. À travers l'histoire, force est de constater qu'on en a utilisé 3 principalement. Donc je crois que le cancre, c'est celui qui s'émerveille, c'est celui qui va poser un regard
Alors chacun prendra l'adjectif qualificatif qu'il veut. Je dirais aimant ici ou émerveillé sur les choses. Mais il faut prendre du temps. Mais Christian Buchet, le vieux rêve de changer l'école, ça, c'est un rêve qui n'est jamais advenu, qui n'a jamais été, comment dirais-je, traduit par une réalité qui a correspondu aux attentes. L'école a toujours déçu d'une certaine façon. Oui, mais... Est-ce qu'on ne met pas trop d'attentes sur ce système éducatif ? Oui, sauf que là, on rentre dans un nouveau temps de l'histoire et qu'il faut vraiment changer les paramètres. Un exemple, il y a deux types de formations principales. Les formations dites scientifiques et les formations, disons, plus littéraires, sciences humaines. Regardez, ça fait un siècle qu'on crie au génie après Albert Einstein, et à juste titre, mais... Toutes les sélections dans les grandes écoles, c'est toujours des équations du xème degré, je dirais n'importe quoi du 7e degré. Mais ceux qui ont bon sont tous ceux qui ont le même résultat. Bonjour le conformisme. Et quand on parle au littéraire, les littéraires c'est la synthèse, mais la synthèse n'est pas une synthèse d'espacement, c'est pas une synthèse colorée, c'est quelque chose qui est étriqué. Nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire où vous avez une nouvelle vision du sens collectif. On a été basé, très longtemps, la notion de progrès, c'était se tourner vers le passé jusqu'à la Renaissance. Là, c'est se tourner vers un avenir. On croit au progrès. Et dans cette perspective, toute nouveauté est un progrès. Non, pas forcément. Mais ce qui me fascine, c'est nos jeunes. Ils sont bien, nos jeunes. Notamment les moins de 23 ans. Parce qu'ils en ont assez de ce toujours plus. Ils ont compris que ça faisait pas le bonheur. Alors, il y a une question des débranchés et qui vivent avec moins d'argent, parce que ça, vous allez les entendre. Mais il y a une recherche de complétude, il y a une recherche verticale. Et le sens nouveau aujourd'hui, c'est peut-être la conjonction d'un sens linéaire, toujours plus le progrès, et une recherche de verticalité, ce qui veut dire qu'on rentre dans le 3 ou la 4e dimension. L'école, l'université, les grandes écoles, aujourd'hui, ne travaillent pas les 3, les 4 dimensions. Par contre, c'est ce que fait l'Asie. Comment le feriez-vous justement et qu'est-ce qu'il y a à apprendre chez les Asiatiques que nous pourrions donc traduire dans notre système, même si le système français paraît un peu rigide, fossilisé? Écoutez, je travaille beaucoup sur la géopolitique. La géopolitique, c'est une articulation entre le temps et l'espace. Eh bien, les Asiatiques n'ont pas la même vision de la temporalité ni de l'espace. Quand nous inventons la perspective avec Brunicelli au Moyen-Âge, on part du cadre. Donc, toutes nos lignes de fuite sont des lignes droites. Les Asiatiques, au même moment, parce qu'ils ne sont pas dans un cadre, ils partent des deux extrémités de la pièce. Et donc, il n'y a que des lignes qui sont courbes et non pas des lignes droites. On ne peut pas comprendre le monde d'aujourd'hui si on ne tient pas compte de ça. La Chine fait partie du Conseil de l'Arctique. Qu'est-ce qu'ils font là? J'en sais rien, mais je sais comment ils sont arrivés, c'est qu'on ne les a pas vus venir. Les routes de la soie chinoise, ça fait 10 ans depuis septembre dernier. On y prête vraiment attention en Occident depuis 7 ans. Pourquoi? Parce que nous qui sommes des gens sérieux, un peu aplanissez les chemins, les sentiers par certains côtés, on ira vers le point C que lorsque du point A, on sera passé par B. On n'a rien vu au début parce qu'ils partent de partout. C'est courbe. Tant que dans les écoles de commerce, vous n'analysez pas la vision de la Chine la notion de l'espace et de temps, quand vous réfléchissez pas sur la géoéconomie des flux dans les écoles de commerce, c'est préparer la laine pour se faire tondre. Donc raisonner en termes de flux. Raisonner en termes de flux, raisonner différemment. Vous savez, j'étais en Chine il n'y a pas longtemps et un correspondant en Chine me disait « Mais vous êtes vraiment caricaturaux. Regardez. En Occident, l'un de vos jeux les plus sophistiqués, c'est le jeu d'échecs. Mais c'est la caricature de ce que vous êtes. C'est un carré. Alors, votre figure préférée, qui ne contient que des petits carrés, qui sont ou noirs ou blancs, c'est complètement binaire. Et même si c'est vous qui gagnez la partie, me dit-il, mais c'est vous qui êtes un peu faible démographiquement. Eux, c'est le jeu de Go, c'est le jeu de Mahjong. Jamais direct, on contourne. Ils sont pas fourbes. Ils sont courbes. Nous, on appelle ça, voilà. En tant que dans les écoles de commerce, quels seront nos jeunes qui n'auront pas affaire un jour aux Chinois? Il faut comprendre comment les uns les autres, nous fonctionnons. Nous ne sommes pas foutus. Il faut retirer les lunettes du catastrophisme. Quand on dit basculement aussi, oui, nous basculons, nous changeons d'époque. Un basculement ne veut pas dire qu'on va se scratcher sur le plancher. Non, un basculement, ça peut aussi être une élévation. Ce qu'il faut, incontestablement, c'est que les Chinois ont regardé comment nous fonctionnons, ce qui a été nos clés de réussite. Il faut qu'on fasse pareil, parce qu'il est possible que les Asiatiques, aujourd'hui, soient plus à même. Ils n'ont pas 52 lettres, ils en ont 40 000 idéogrammes. C'est un ascenseur, l'idéogramme, il y a plusieurs niveaux. Ils sont plus à même de gérer la complexité. Mais quand vous gérez la complexité, vous êtes parfois moins efficace. Mais dans un monde qui devient complexe, vous devenez plus efficace. Je plaide, oui, pour un réarmement intellectuel, non pas pour apprendre des trucs par cœur, mais pour qu'on comprenne les choses. Mais après, il faut transformer l'essai, comme on dit Christian Buchet. Ça, c'est difficile quand on est ministre de l'Éducation nationale. D'abord, c'est pas simple, parce qu'on pense tous à peu près pareil. On est tous dans le politiquement correct, c'est-à-dire dans le conformisme
le plus percutant, le moins qu'il le soit. Il faut des personnes ressources, il faut voir différemment. Je pense que... Et puis le slogan, c'est pas de vague, pas d'initiative. Pas de vague, etc. Non, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est, même en nous-mêmes, il faut que nous retrouvions un cœur d'enfant. Moi, j'adore l'évangile, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les enfants, hein, on pourrait dire. Je me pose de plus en plus la question, c'est intéressant, sur le fait de savoir si la conversion, qui est un mot qui a peut-être un petit peu vieilli, promené par l'Église depuis 2000 ans, il faut parfois un peu toiletter les mots, si c'est pas finalement le but d'une vie, combattre son ego et pour s'ouvrir aux choses. Moi, je crois qu'il faut de plus en plus s'ouvrir. Ce qui m'affole, vous voyez, quand on est en période de difficulté, de crise, on se ferme. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Si la Renaissance, au tournant du 15e et 16e siècle, a été aussi extraordinaire, c'est qu'il y avait tous les instruments de la réussite d'aujourd'hui, poussée démographique, nouvelles routes maritimes, nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous avons tout ça en plus, mais la Renaissance était sous-tendue par cette philosophie résolument optimiste, porteuse d'allant qu'était l'humanisme. Aujourd'hui, on est alors pourquoi ? Oui, mais alors pourquoi ? On a de la peur parce que ça change. Vous savez, d'abord, je suis pas sûr que les personnes qui ont vécu à l'époque de la Renaissance avaient conscience qu'il s'agissait d'une époque comme celle-ci. On croit que ça s'accélère. Non, c'est vraiment un basculement. Il faut changer de manière de voir, on l'a dit. On ne voit pas les choses de la même manière d'une période à une autre. Et c'est pas parce que nos méthodes de résolution des problèmes ont fait leurs preuves, ont objectivement fait leurs preuves depuis dans 150 ans, qu'elles sont adaptées aujourd'hui. Et puis, vous savez, il faut réfléchir sur les deux auxiliaires des langues latines, avoir et être. Toute notre consommation a été basée sur l'avoir. On a toujours plus, mais on n'est pas plus heureux. On n'est pas plus EST parce qu'on a plus. Aujourd'hui, et regardez à quel point les choses vont dans le bon sens, là encore. De plus en plus, on s'intéresse à une consommation qui vise à développer notre être. Et c'est là où l'Église, les églises, les chrétiens en particulier ont des choses formidables à dire. Nous changeons d'époque. Nous rentrons dans un temps qui est celui des opportunités. Alors après, ça dépend aussi de votre tempérament. Si vous aimez la vie peinarde, tranquille, une période de transition, c'est pas idéal. Une période de transition, c'est un siècle. Si vous aimez les opportunités, vous êtes à fond dedans. Les périodes continuent. Je vous donne un exemple. Alors, je suis pas du tout pour l'exploitation de la mer, précisons bien les choses. Mais regardez la mer. Sur 5000 ans d'histoire, on l'a vu qu'à travers une seule dimension. Parce qu'on ne pense pas en 3 ou 4 dimensions. La surface, vous allez me dire, mais on pêche dessous. Oui, mais enfin, c'est à 250 mètres, sauf aujourd'hui les poissons d'eau profonde, ce qu'il n'y en a plus. Mais il y a 3 autres dimensions à la mer. Et l'avenir... Alors, les 3 autres dimensions... Avec 2, 3, 4. 2, c'est l'épaisseur d'eau. 11 km, plus de 11 km dans la fosse des Mariannes. 3e dimension de la mer, ce sont les terres marines immergées. 72% des terres de la planète Terre sont des terres marines immergées. Et on sait même maintenant qu'aujourd'hui que la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. Bon, j'adore Paul Valéry, c'est un grand écrivain, mais lorsqu'il disait « nous sommes dans un monde fini », mais le gars n'était pas du tout marin. N'oubliez jamais 2, 3, 4. Alors attention. Il ne s'agit pas d'aller, je dirais, dans les profondeurs marines pour aller servir comme au supermarché. Aujourd'hui, on est en train de découvrir, parce que on découvre des milliers d'espèces nouvelles par an. Il y a 15-20 ans, quand j'ai commencé à écrire sur la mer, on croyait connaître 15 à 20% sur le même chiffre, des espèces marines. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Avec le développement de la métagénomique, qui consiste à faire le séquençage, non pas de gènes isolés, mais croisés, on ne connaît pas plus de 1 à 3% de la microbiologie marine. On sait que la vie, elle émane de l'eau. C'est pour ça que c'est si important, l'eau. Donc il y a un enjeu énorme dans les fonds marins. Absolument. Mais attention, il ne s'agit pas d'aller servir et transformer le fond des mers avec ce qu'on a fait sur Terre. Non, on se rend compte que ces bestioles qu'on découvre, d'ailleurs dans la mer, 99, le pouillème que vous voulez, c'est invisible à l'œil, il y a des cachalots, etc. Mais on est en train de découvrir que ce monde marin sait faire des choses que nous, humains, ne savons pas faire. Je pourrais multiplier les exemples. Regardez le requin. C'est un animal extraordinaire. Il a dans son nez... je dirais c'est le meilleur détecteur, on travaille dessus, les armées malheureusement travaillent dessus. Le requin sécrète une substance qui est le meilleur anti-fouling. Vous savez, cette substance qu'on met sur les coques pour les débarrasser du phytoplancton. C'est plus efficace, totalement compatible avec l'environnement, on ne sait toujours pas faire. Je pourrais multiplier, pour prendre des bestioles bien de chez nous, les moules, elles s'attachent au rocher, elles sécrètent une substance qui s'appelle le byssus, qui est une colle, qui marche même dans l'eau et même dans l'eau de mer, on ne sait pas faire. Donc vous voyez, si on porte un regard différent, un regard un peu de concrétude, entre guillemets, sur ces animaux que l'on découvre sur les fonds marins, on est en train de trouver un moyen de réconciliation à travers ce qu'on appelle le biomimétisme ou la bio-inspiration. C'est-à-dire que,
remettons-nous en harmonie avec la nature. Le cancre incompris, en fait, Christian Buchet, c'est en réalité le visionnaire et le véritable talent. C'est là que gît, en fait, le véritable talent de demain. Le talent, je ne suis pas sûr que ça soit un talent personnel, ni égotique, ni égocentrique. Le talent, c'est l'ouverture. C'est s'ouvrir à la beauté de la création, c'est s'ouvrir à la beauté de la nature, c'est s'ouvrir à l'aventure, c'est s'ouvrir au rêve. J'ai redoublé 2 fois, c'est une époque où on pouvait redoubler, donc ça m'a permis effectivement d'avoir peut-être plus de maturité quand j'ai passé mon bac. Vous avez galéré? J'ai beaucoup galéré. À l'école. Oui, ils ont voulu me virer j'ai redoublé dès la 10e, comme on disait à l'époque, vous voyez, donc c'était pas évident. Mais je me suis rendu compte que moi, j'étais malheureux à l'école. J'étais malheureux parce que d'abord, c'était pas gai à l'époque, c'était bicolore, le tiers inférieur, c'était vert foncé, le tiers supérieur, les 2 tiers supérieurs, c'était un peu plus éclairé, mais quand même, je regardais le malheureux pas palmier, malheureusement, j'étais en Île-de-France, mais le malheureux marronnier qui n'arrivait pas à déployer ses feuilles, mais ce qui m'a sauvé, ce qui m'a tiré, ce sont des aventuriers comme Bernard Moitessier. La mer, c'était les vacances, l'exotisme, le mystère, le trésor. Et puis Tintin, c'est formidable. Quelle ouverture, quelle fenêtre. Donc la lecture. La lecture. Alors là, il faut que nos jeunes lisent. C'est compliqué, ils passent beaucoup de temps. J'en suis aujourd'hui, malheureusement, depuis quelques années. J'impose en première année de faculté au moins un livre obligatoire pour être sûr qu'ils aient lu au moins un livre dans la matière qui me concerne. Lequel ? Ils travaillent sur la mer, donc je leur fais lire effectivement Terreur et fascination de la mer. Cette année, mais chaque année, effectivement, je change un petit peu les choses, et puis on essaye de leur apprendre la longue durée, vous savez. Tant qu'on est pris dans... On a un problème aujourd'hui, d'ailleurs, il faut le dire, je ne voudrais pas terminer sur une note négative, mais tout se joue dans le rapport à l'espace et le temps. C'est la géopolitique, c'est fascinant. Si vous définissez la géopolitique comme une articulation entre l'espace et le temps, vous avez 4 niveaux de géopolitique. Là aussi, on ne le pense pas, parce qu'on ne pense pas en 3 ou 4 dimensions. Prenez le niveau de la géopolitique, c'est une géopolitique personnelle. Moi, Louis Dauphren, quel temps prenez-vous pour vous ennuyer, laisser monter les envies, et dans quel périmètre ? Pas beaucoup, uniquement hélas. Radio Notre-Dame et l'Afrique dans tout ça. Et puis peut-être en tant que professionnel, dirigeant autre, après en tant que citoyen, d'accord, Biden, Trump, etc. Mais vous avez même un 4e niveau de géopolitique qu'on appelle l'aménagement du territoire. Et la France en souffre beaucoup de l'aménagement du territoire. Je donne simplement un chiffre. Si vous prenez la région PACA, un conteneur sur 2, tout passe par conteneur aujourd'hui en dehors du gaz et du pétrole, un conteneur sur 2 qui rentre ou qui sort de la région PACA passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. C'est-à-dire nous sommes un pays qui, contrairement à ce que nous pensons, émettons énormément d'émissions de CO2 parce que tout passe par camion. Un gros porte-conteneur, pas les plus gros, les 24 000 boîtes, mais un gros porte-conteneur de 16 000 boîtes, c'est 8 000 camions. 8 000 camions, c'est 97 km de camions bout à bout. Donc vous imaginez. Et c'est ça qui explique. Et ça passe par les grands ports du Nord parce qu'il n'y a pas de port français ? Ah si, nous avons Marseille et Le Havre. Alors pourquoi ? Remarquables infrastructures, mais alors certains vont dire qu'il y a un problème de fiabilité sociale. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est surtout que nos 2 grands ports sont pas reliés à l'intérieur des terres. Sauf que, vous allez me dire, c'est pas nouveau. Oui, mais il y a phénomène d'urgence. Parce que la dernière venue en Europe du président Xi, du président chinois, c'est en juin 2019, avant le Covid parti, et il a commencé, peut-être vous en souvenez-vous, par l'Italie. Pourquoi ? Parce que l'Italie, pays fondateur de l'Union européenne, a noué des accords séparés parce que la Chine, dans le cadre des nouvelles routes de la soie, va co-construire le raccordement terrestre intérieur des 3 grands ports italiens du Nord, Gênes, Savone, Trieste. Si nous, Français, si nous, Européens, dans les 10 ans, vous ne raccordez pas Marseille à Lyon et de Lyon à la Bourgogne, c'est toutes les entreprises du quart sud-est et les habitants qui vont avec qui sont plantés économiquement et en termes de pouvoir d'achat. Donc ça, vous voyez ça fait qu'il y a partie... des enjeux énormes, mais ça, oui. On n'en parle pas, on est dans le court-termisme. Et ce qui m'inquiète, c'est là où il faut changer les choses, c'est que cette attitude, on va dans le mur, donc profitons du moment présent, etc. Seuls les États autoritaires, pour rester pudiques, ont une stratégie de moyen terme. Quand toutes les démocraties, excusez-moi, je prends un vocabulaire maritime, sombrent dans le court-termisme. Le macronisme, quand même, Christian Buchet, a une dimension autoritaire, donc normalement, ça devrait fonctionner. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se font et se faudra dans le maritime. Il faut 28 milliards si on veut désenclaver Le Havre et Marseille. Il y a pour l'instant un peu plus de 2 milliards, etc. Donc il y a des choses qui se font, mais pour l'instant, on cherche des économies. Tout en même temps, c'est pas facile. Et puis le milliard, vous l'avez souligné, devient rare à nouveau après avoir été abondant il y a quelques années. Très honnêtement, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en fait, ce qui nous manque, Christian Buchet, il nous manque l'intelligence qui passe par l'émerveillement, l'ouverture d'esprit, la capacité à rompre avec les systèmes déjà en place pour imaginer autre chose. C'est ça, il manque ce type d'intelligence-là. Et ça, il faut arriver à en
produire, il faut avoir la présence d'esprit de se dire on peut changer les choses pour agréger, pour entrer dans ce nouveau monde qui est celui de la complexité et de la verticalité. Il faut un regard d'enfant avec une méthodologie d'adulte. Parce que c'est ce regard d'enfant qui nous ouvre. D'abord, mais ça ne s'invente pas, c'est difficile. C'est lui qui nous rend heureux. C'est lui qui nous rend heureux. Je dis pas il faut faire ça, il faut... Non. Soyons heureux. Mais être heureux, c'est quoi? C'est trouver du sens, travailler cette caisse de sens et... Parce qu'on n'est pas des enfants, donc retrouver ce cœur d'enfant, lutter contre son ego un peu d'enfant en même temps, mais ayons la capacité méthodologique de l'adulte, soit parce que justement on monte au méta, on prend du recul. Thèse et antithèse sont parfaitement complémentaires sous un autre plan, mais on ne sait pas faire. Nous sommes tous enfermés dans des... Enfin, nous sommes, par notre formation, par le système scolaire, enfermés dans des cases, et de plus en plus. Et pourquoi de plus en plus? Parce que nous sommes dans une société de flux. Ce livre, je me suis amusé à raconter, je suis né en 1957 pour rien vous cacher, mais quand je suis né en 1957, dites donc, il n'y avait que 3,5 milliards de terriens. Il y en a 4,5 milliards de plus. Et il a fallu attendre 1804, c'est-à-dire à l'époque de Napoléon Ier, pour atteindre le premier milliard de terriens. Donc on est dans un monde de flux, donc il faut canaliser tout ça. Mais justement, ce que vous dites là, alors, c'est insupportable. Dernier point, justement, cette augmentation de la population suscite des sentiments apocalyptiques. Et on revient à l'idée première que vous avez mentionnée. Vous étiez effaré par le fait que beaucoup de jeunes ne veulent pas d'enfants aujourd'hui. C'est cette idée-là que le monde est fini et que le monde va à sa perte. Cette idée est forte. Il le formule comme ça. Et elle contredit l'idée d'avoir le cœur d'enfant et cet optimisme qui caractérise peut-être les premiers âges de la vie. C'est peut-être aussi parce qu'en Occident, il y a tellement peu de jeunes que du coup, ils sont devenus vieux avant l'âge. Vous savez, si vous regardez l'Europe, la France, y compris la France et l'Allemagne en 1820, c'était l'ère du romantisme. Pourquoi? Pour différentes raisons. Parce que 80% de la population avait moins de 20 ans. Donc c'était les vieux qui devaient être de jeunes d'esprit par capillarité, je dirais. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. Oui, nos jeunes, je dirais, ils sont plus jeunes. Ils sont moins jeunes. Il faut parfois que ce soit les enseignants qui aillent les booster, vous êtes là pour ça, Christian Buchet. Il y a plus de problème de discipline, c'est terrible, parce que moi j'aimais bien les cancres affirmés. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un amphi silencieux, mais personne ne vous écoute peut-être, parce qu'ils sont tous en train de réserver le programme pour le spectacle de samedi. Allez, ce matin, on vous a écouté en tout cas, Christian Buchet. Merci beaucoup. Invité de la rédaction ce matin, Christian Buchet, historien, à tous les cancres incompris. Et on a compris ce qu'étaient les cancres qui gardaient un cœur d'enfant pour changer le monde. Merci Christian, à bientôt. Bonne journée à tous.